tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui change un petit peu de d'habitude des traditionnels book haul ou point lecture, puisque je vais vous faire un top, enfin c'est pas vraiment un top, c'est des recommandations par genre vu que c'est une vidéo qui m'a été sollicitée. Du coup je vais m'exécuter, évidemment je vous en ferai d'autres sur différents genres. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du fantastique. Je préfère faire plus une recommandation qu'un top parce que je suis loin d'avoir tout lu dans chacun de ces genres. Évidemment je vous ferai des vidéos de ce style uniquement sur les genres littéraires que je lis, puisque je ne vais pas vous faire des recommandations sur des genres que je ne lis pas hein, forcément. Voilà, aujourd'hui j'entame cette nouvelle catégorie de vidéos avec le fantastique, j'espère que ça vous plaira. Avant de démarrer, petite définition de ce que c'est que le fantastique, puisqu'on confond souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est du fantastique, qu'est-ce qui est de la fantaisie. Tout simplement la fantaisie et le fantastique appartiennent à une grande catégorie qui s'appelle la littérature de l'imaginaire, mais qui voilà sont des sous-catégories bien différentes, puisque la fantaisie se caractérise par le fait que l'auteur invente un univers complètement inventé qui n'existe pas. Évidemment il y a quand même des références à notre culture, à nous, parce que s'il inventait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît, ça serait quand même très difficile pour le lecteur de comprendre. Il y a des références à la religion, à la politique, à certaines coutumes, etc. Notamment par exemple dans la fantaisie médiévale, à tout cet univers un peu féodal qu'on a connu dans notre Moyen-Âge à nous. Voilà, il y a quand même des références à notre monde, mais globalement c'est un univers inventé par l'auteur. Je pense notamment au plus connu qui est La Terre du Milieu, qui a été inventé par Tolkien. On a aussi Essos et Westeros dans Le Trône de Fer, vous avez compris l'idée. Alors que, à contrario, le fantastique, c'est un genre qui se passe dans notre univers à nous et dont on introduit des éléments surnaturels. Par exemple des créatures fantastiques du style vampires, zombies, loups-garous, sorcières, fantômes, des pouvoirs magiques ou des objets magiques, ce genre de choses, mais l'intrigue se passe dans notre réalité. Voilà un petit peu pour l'aparté. Donc moi j'ai découvert la littérature de l'imaginaire très jeune, et notamment avec une saga qui a bercé mon enfance, et je pense que si vous appartenez à la même génération que moi ça sera pareil, c'est bien évidemment Harry Potter. Si vous appartenez à la même génération que moi, vous avez certainement eu votre période Harry Potter. Moi j'ai grandi avec, j'ai découvert Harry Potter quand j'étais en 6ème, et voilà, j'ai grandi au fil des tomes jusqu'en terminale, j'ai suivi Harry Potter, donc ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie de lectrice. Il y a eu un avant et un après Harry Potter. Alors il y en a beaucoup qui disent Harry Potter c'est du fantastique, c'est de la fantasy, c'est un peu à mi-chemin, parce que d'un côté on a le monde des sorciers qui est complètement inventé par l'autrice, avec Poudlard, le ministère de la magie, le chemin de traverse, etc. Mais on a quand même des moments qui se passent dans le monde réel, notre monde à nous, qui est le monde des Moldus. On voit Harry Potter évoluer dans Londres, on le voit aussi chez son oncle et sa tante qui sont des Moldus. Donc pour moi ça reste du fantastique, même s'il y a toute cette partie Poudlard, univers inventé. Voilà, je le mets quand même dans la catégorie du fantastique. Je ne ferai pas l'affront évidemment de vous faire le résumé d'Harry Potter, puisque je pense que quand même tout le monde connaît, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une de mes recommandations et une de mes premières lectures dans ce genre-là. Toujours pour rester dans la catégorie jeunesse, je vous présente d'abord la littérature jeunesse et ensuite je partirai sur de la littérature adulte. Donc la deuxième saga que je voulais vous présenter, c'est Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder chez Gulfstream. Donc là c'est le premier tome, Les Héritiers. C'est une saga en 4 tomes, mais qui peuvent se lire comme une trilogie. Vous pouvez lire tout à fait les 3 tomes parce qu'à la base ça ne devait être qu'une trilogie. Et le 4e tome, voilà, j'avais pas trop aimé, et c'était plus une suite un peu ratée. Mais moi je vous recommande vraiment les 3 premiers tomes. C'est plus du young adulte, que le personnage principal, Peter, est adolescent. Et ça peut très bien se lire quand on est adulte, puisque je trouve que la plume de l'autrice est quand même assez mature. Donc pour l'histoire, on va suivre Peter, qui est un adolescent lambda, qui habite à Londres avec sa mère. Et un jour il va se rendre compte que sa mère lui cache quelque chose à propos de sa famille, puisqu'il va découvrir qu'il appartient aux Outrepasseurs. Donc c'est une espèce de société secrète qui réunit plusieurs familles qui ont la particularité de pouvoir se transformer en fait en animaux totems. Chaque famille a son animal totem, et lui, Peter, appartient à la famille du renard, et donc il va être initié pour devenir un outrepasseur. Leur mission en fait c'est de protéger la magie et de tuer et de traquer en fait les fae, qui sont des créatures magiques
méchante. On va bien voir que c'est moins tranché et moins manichéen que ça au fil des tomes. Le premier tome j'avais adoré puisque en fait on découvre Peter qui va se rendre compte en fait de tout cet univers, qui va avoir ce rite initiatique pour devenir outrepasseur. Et en parallèle de ça, on va avoir des flashbacks dans le passé, à l'époque du Moyen-Âge, où on va suivre les ancêtres de toutes ces familles et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à avoir cette malédiction qui s'est abattue sur eux et qui ont fait qu'ils peuvent devenir, se transformer en ces animaux-là. Ça fait énormément référence à plein d'autres littératures, notamment le roman de renard, mais aussi des contes comme Blanche-Neige, la Reine des Neiges, etc. Donc voilà, c'était vraiment génial. Je vous recommande vraiment les 3 premiers tomes et voilà, c'était trop. Dernière saga jeunesse que je vous recommande, c'est bien évidemment Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Donc le premier tome s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors il y a 2 trilogies, donc pour l'instant il y a 4 tomes de sortie. Il y a le 5e tome, donc, ou le 2e tome de la seconde trilogie qui va sortir cette année au mois d'août, le 26 août pour être précise, donc n'hésitez pas si vous êtes fan à vous le noter d'ores et déjà dans vos agendas. Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est plus de la jeunesse ado. On va suivre Jacob qui est un adolescent lambda qui habite en Floride avec ses parents et qui est très proche de son grand-père. Un jour il va assister en fait au meurtre de son grand-père par une créature qui s'appelle un sépulcreux que les autres êtres humains ne peuvent pas voir. Il n'y a que lui et son grand-père qui peuvent voir ce sépulcreux. Et du coup il va se demander qui est cette créature qui a tué son grand-père et est-ce que ça a un rapport avec les histoires que lui racontait son grand-père quand il était enfant à propos de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait qu'il avait rencontré Miss Peregrine et les enfants particuliers. Miss Peregrine qui est une espèce de gouvernante d'orphelinat, directrice d'orphelinat, et les enfants particuliers qui sont des orphelins avec des pouvoirs magiques qui vivent tous ensemble dans une boucle spatio-temporelle. Et bien évidemment Jacob en grandissant n'a plus cru à ces histoires que lui racontait son grand-père et se disait que potentiellement voilà, c'était des histoires pour éveiller son imagination d'enfant mais que ça n'existait pas. Mais suite à cet événement traumatique de la mort de son grand-père, il va commencer à creuser un petit peu et va faire la rencontre de Miss Peregrine et des enfants particuliers, et là il va y avoir tout un tas d'aventures. C'était génial, j'adore cette saga. En plus, la particularité, c'est qu'il y a inséré dans le texte des images anciennes, comme ceci. C'est un véritable travail éditorial. Et le texte et l'image se font écho à chaque fois et c'est hyper bien fait. Voilà, j'adore vraiment cette saga que je vous recommande. Maintenant, je vais passer aux recommandations adultes avec du contemporain moderne. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler d'une saga que j'adore et que je vous rabâche les oreilles avec. Il s'agit de la saga du Bourbon Kid d'Anonyme. Donc là, le premier tome, c'est Le Livre sans nom, publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est du thriller fantastique où on va suivre le Bourbon Kid, qui est le plus grand serial killer que la Terre ait porté, qui a la particularité de rentrer dans des bars, de commander un verre de bourbon, de le boire cul sec et de buter tout le monde dans le bar. Et le Bourbon Kid est un peu celui qui traque les méchants vampires, les créatures de la nuit. Donc on a des vampires, des loups-garous, des momies, des zombies, on a même les cavaliers de l'apocalypse, on a le diable en personne, on a Dracula, on a tout un tas de personnages comme ça. C'est complètement barré. Alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'il y a énormément de violence, il y a énormément de sexe, de gros mots, enfin voilà, c'est vraiment très, très violent, très gore parfois, il y a des scènes, voilà, mais il y a énormément d'humour noir et j'adore cette saga, voilà, j'adore. Il faut commencer par le livre sans nom, c'est très important de les lire dans l'ordre parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose, parce qu'il y a vraiment un fil conducteur au fil des tomes. Il y a 7 tomes de sortie, donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour la saga du Bourbon Kid que je vous recommande. Ensuite, toujours dans le fantastique moderne, un auteur que j'aime beaucoup et je vous recommande à peu près tous ses livres. Il n'y en a qu'un que j'ai pas lu, c'était son recueil de nouvelles, mais en tout cas tous ses romans je les ai lus et je les adore. C'est un auteur vraiment que je suis, c'est Mathias Malzieu, et là je vous présente La Mécanique du cœur, qui est publié chez Flammarion, qui est mon préféré de cet auteur, il n'y a pas à dire. C'est une magnifique histoire d'amour, complètement absurde, loufoque. C'est vrai que la plume de Mathias Malzieu est quand même assez burlesque, un petit peu loufoque, qui fait beaucoup appel à l'imagination, un côté un petit peu enfantin. Et alors on aime ou on n'aime pas.
pas, hein. Ça aussi c'est chacun a son avis là-dessus, mais moi je suis complètement fan de cet auteur. La mécanique du cœur, c'est vraiment mon préféré puisqu'on va suivre donc un garçon, je crois qui s'appelle Jack, oui c'est ça. Jack qui est un petit garçon à la base qui va être recueilli par une infirmière, sorcière un petit peu. Et le problème c'est qu'il a un problème dans le cœur et elle va lui remplacer son cœur par une horloge. Elle va lui donner des consignes, notamment ne pas toucher aux aiguilles de son cœur et surtout ne jamais, jamais tomber amoureux. Évidemment, il va tomber amoureux, voilà. Et il va se passer tout un tas de trucs et c'était vraiment génial, c'est très poétique, c'est genre une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire, qui m'a fait verser ma petite larmichette à la fin. Il y a aussi une adaptation qui est sortie en film d'animation, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Mais le bouquin est juste génialissime. Maintenant je vais vous parler de la littérature fantastique plus classique, parce que oui, il y a des classiques en littérature fantastique, notamment le 19e siècle qui a été un siècle déjà très prolifique au niveau de la littérature française, anglaise, internationale, mais aussi dans le genre fantastique. Notamment, alors je vais vous parler d'un auteur cocorico que j'aime beaucoup puisqu'il est français, c'est Maupassant, qui a écrit énormément, il a écrit des romans mais il a écrit énormément de nouvelles et notamment des nouvelles fantastiques. Alors moi j'avais lu une anthologie de ses contes cruels et fantastiques que j'avais emprunté à la médiathèque, donc je ne l'ai plus, mais là je vous présente mon recueil de nouvelles avec notamment la plus connue qui est Le Horla et qui parle de possession, un petit peu de poltergeist, fantôme, on sait pas trop, où en fait on va avoir une espèce d'esprit qui va hanter le narrateur et qui va le vider de toute son énergie. Voilà, le Horla c'est un peu la référence, mais il en a écrit tout un tas d'autres. Ce que j'aime avec Maupassant, c'est qu'il a vraiment un talent pour la nouvelle, un talent de novelliste, et c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a énormément d'auteurs qui s'essayent au genre de la nouvelle, mais je trouve qu'ils ne sont pas très doués. Voilà, moi je suis pas très fan de certaines nouvelles, mais Maupassant, c'est un des rares qui réussit vraiment son coup à chaque fois et je vous recommande vraiment toute son anthologie de contes cruels et fantastiques. Il y a une ambiance un petit peu fantasmagorique, à la limite de l'épouvante, mais qui fait vraiment appel à l'imagination du lecteur, à la suggestion, plus que dans l'horreur gore montrée en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux vous montrer une illustration ? Je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit le narrateur qui est possédé, enfin qui a affaire à un petit fantôme ici. Enfin voilà, moi je vous recommande vraiment Maupassant avec tous ses contes cruels et fantastiques. En plus ça se lit très bien comme lecture de chevet par exemple. Dans la même veine, il y a aussi Edgar Allan Poe avec ses contes macabres. Alors je n'ai pas l'édition en main propre puisque je l'avais emprunté il y a quelques années en médiathèque et c'était une magnifique édition illustrée par Benjamin Lacombe et qui avait été traduit par Baudelaire. Des contes voilà, dont le plus célèbre je crois c'est Le Chat Noir, il y a aussi Le Corbeau, enfin il en a écrit plusieurs où on est vraiment dans le style un petit peu horrifique, un peu dans la même veine que Maupassant mais peut-être un peu plus sombre je dirais. Magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe, vraiment aux éditions Soleil, c'était vraiment magnifique. Il y a un tome 2 aussi qui est sorti mais que je n'ai pas lu, peut-être à l'occasion si je tombe dessus, vraiment j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque parce qu'ils sont juste magnifiques et voilà c'est des petites histoires, des petits contes un petit peu horrifiques qui surfent avec l'imagination de l'auteur, la suggestion, le fantastique, etc. C'est génial. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas mentionner le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde au livre de poche ici. Là on est, bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire du portrait de Dorian Gray. On va suivre donc le jeune Dorian Gray qui est un mec super beau, trop beau gosse. Il va faire la rencontre de Lord Henry qui va l'initier à tout un tas de perversions, au libertinage, aux dépravations, à l'alcool, à la drogue, etc. Et avant ça, Henry va aussi faire rencontrer à Dorian un peintre qui s'appelle Basil Hallward, voilà, un peintre célèbre qui va décider de lui faire son portrait en fait. Pendant que le peintre peint le portrait de Dorian, Dorian va faire le vœu de ne jamais subir les ravages du temps et que ça serait bien que son portrait en fait prenne tout à sa place et que lui reste beau et jeune éternellement. Et c'est ce qui va se passer en fait. Son vœu va se réaliser et c'est le portrait qui va vieillir, qui va subir les ravages du temps, de l'alcool, des excès et pas Dorian. Dorian va rester hyper beau tout le temps et
Il y a un côté assez philosophique en fait dans ce bouquin. Il y a énormément de passages hyper intéressants avec plein de réflexions. Voilà, vraiment un must-have à lire. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mentionner Frankenstein de Mary Shelley aussi, qui a fait date dans la littérature fantastique. Frankenstein, alors, petit aparté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et l'amalgame en disant que Frankenstein c'est la créature, alors que non, Frankenstein c'est le professeur Frankenstein, celui qui a créé la créature. Dans le bouquin, la créature n'a pas de nom, hein, voilà. Qu'on soit bien d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font encore l'erreur de ça. C'est un récit enchâssé dans un autre récit, qui est enchâssé lui-même dans un autre récit, mais ça reste quand même tout à fait abordable. On va suivre donc un marin, chalutier, je sais pas, qui est dans l'Antarctique, enfin dans le pôle Nord, ou je sais pas, voilà, une espèce de bateau comme ça, qui va recueillir un homme qui est en mauvais état, qui était en traîneau sur la banquise. Et cet homme n'est autre que le professeur Frankenstein. Donc le marin va écrire une lettre à sa sœur pour lui raconter l'histoire du professeur Frankenstein que lui a narré en fait cet homme qui l'a récupéré en mauvais état. Et le professeur Frankenstein va lui raconter à ce marin comment est-ce qu'il a créé cette créature de toutes pièces en assemblant des bouts de cadavres et avec l'électricité, etc. Bon voilà, c'est pas très bien expliqué, mais il va donner vie à cette créature qui n'a pas de nom, et comment est-ce qu'il va prendre peur et abandonner cette créature à elle-même, et ensuite quelques années plus tard il va recroiser en fait cette créature qu'il a créée et qu'il a lâchement abandonnée, et cette créature va lui expliquer sa vie à partir du moment où elle a pris vie et où elle a été abandonnée par son créateur, et comment elle a fait pour s'en sortir. C'est un récit hyper poignant, vraiment génial, enfin voilà, c'est vraiment un must-have à lire, ça fait partie des classiques et c'était vraiment génial. Ensuite, toujours dans ces classiques du fantastique, je ne pouvais pas ne pas parler aussi de Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui visite un petit peu le mythe du vampire mais au féminin. On va suivre donc Carmilla, qui est une jeune femme qui va se retrouver être en mauvais état, avoir un accident de calèche près du manoir de la famille de Laura. Et donc Laura, qui habite seule avec son père, qui est une jeune fille, va décider de garder en fait Carmilla auprès d'elle et de la soigner. Et elle va s'en faire une amie. Il se trouve que Carmilla n'est pas une jeune fille lambda, puisque c'est une vampire qui va prendre possession de Laura. Et voilà, il y a un petit côté un peu sensuel, un petit peu ouais, lesbien, mais ça reste voilà, la mythologie du vampire, mais visité vraiment avec ce côté féminin que j'ai trouvé hyper novateur. Toujours pour rester dans la thématique du vampire, et ça sera ma dernière recommandation, c'est bien évidemment un livre que j'ai adoré, à savoir Dracula de Bram Stoker, toujours écrit au 19e siècle et qui a fait date en fait. C'est vraiment le livre qui a comment dire, cristallisé en fait le mythe du vampire. Il y a eu des écrits avant, mais c'est vraiment Dracula qui a fait date, qui a, comment dire, posé des principes sur la mythologie du vampire, notamment le fait qu'ils n'aiment pas l'ail, qu'ils ne peuvent pas se voir dans une glace, qu'ils craignent la lumière du jour, qu'on peut les tuer avec un pieu. Tout ça, c'est Bram Stoker qui l'a vraiment initié, qui a été ensuite retravaillé par d'autres auteurs jusqu'à Twilight où les vampires brillent à la lumière du soleil. Bon, ça c'est autre chose. Ce qui a été original avec ce livre, c'est que c'est un roman épistolaire, un peu à la manière de Frankenstein. C'était vraiment un exercice de style qui marchait beaucoup à l'époque, le roman épistolaire. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo spéciale sur le roman épistolaire il y a quelques années de ça. Si jamais je vous la retrouve, je vous la mets dans le petit i. Mais voilà, le roman épistolaire, c'est des romans à base de lettres. Donc il y a deux parties. Dans Dracula, il y a une partie où on va suivre Jonathan Harker, qui est une espèce de notaire, je crois, clerc de notaire, un truc comme ça, qui est anglais et qui va aller en Transylvanie dans le manoir du comte Dracula pour une transaction immobilière, je sais plus exactement, mais voilà, il a des papiers à faire et il va faire la rencontre de Dracula. Mais avant d'arriver chez Dracula, il voit bien que les habitants des villages alentours craignent et ne veulent pas s'approcher de ce manoir. Et voilà, il y a des rumeurs qui circulent sur Dracula, on ne sait pas trop, mais Jonathan Harker va quand même y aller et il va très vite se rendre compte qu'il va être séquestré par le comte de Dracula, qui ne voit jamais les domestiques,
que le conte ne sort que la nuit et que visiblement il y a d'autres personnes qui sont enfermées dans le château puisqu'il leur demande de l'aide. Enfin c'est très bizarre. Une ambiance un petit peu creepy, un peu comme ça. Et Jonathan va se sentir mal. Plus les jours passent, plus il se vide de son énergie. Et plus les jours passent et plus le comte Dracula semble rajeunir et plein de vitalité. Vous voyez un petit peu. Et ensuite on a la deuxième partie où on va suivre Dracula qui débarque à Londres et qui va vampiriser la meilleure amie de Mina Murray qui est la fiancée de Jonathan Harker. Et Mina Murray va écrire des lettres à Jonathan en racontant toutes les péripéties pour essayer de dévampiriser Lucy, donc sa meilleure amie, à l'aide de plein de personnages et notamment le célèbre professeur Van Helsing, qui est un homme, hein, contrairement à ce qu'en a fait la série de Netflix qui était, soit dit en passant, pas mal sur les deux premiers épisodes, mais le troisième était what the fuck. Je sais pas si vous avez vu cette série Netflix, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous recommande vraiment de lire Dracula parce que voilà, c'est vraiment un roman qui moi m'a marqué et j'aimerais bien me le procurer parce que je l'avais lu dans une anthologie aussi que j'avais empruntée à la médiathèque et j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment un classique de la littérature fantastique qui m'a énormément plu et énormément marqué. Voilà, c'en est tout pour ma petite sélection de recommandations de livres fantastiques. Vous voyez, il y en a un peu pour tous les genres, de la jeunesse, du moderne, mais aussi du classique. N'hésitez pas à me faire vos propres recommandations, me dire voilà quelles ont été vraiment les lectures fantastiques qui vous ont le plus marqué. Bon, ça me donnera peut-être des idées pour en lire certains et faire pourquoi pas une deuxième version de ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous aimeriez bien voir d'autres vidéos de ce genre sur d'autres genres littéraires. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à aller voir une de mes dernières vidéos. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!